Bonjour et bienvenue pour ce blast de la série H.O. Le film aujourd'hui, non, la série s'appelle The Umbrella Academy. Elle est showrunnée par Steve Blackman, elle est disponible sur Netflix depuis le 15 février 2019. Je l'ai vue à la télévision et en version originale. Alors, dans la petite introduction, je suis obligé de vous dire tout de suite que je suis avec mon petit bébé, donc si vous entendez des bruits parasites, c'est un épisode un petit peu, comme ça arrive parfois, un petit peu improvisé, on fait comme on peut. Voilà, alors allons au cœur du sujet. Au départ, The Umbrella Academy est un comics de 2007-2008 que je n'ai pas lu, mais en cherchant des infos, je me suis rendu compte qu'il avait gagné le Eisner Awards, qui est une très grosse récompense en BD. Le Eisner Award a récompensé, pour ceux qui se connaissent en BD, des BD extraordinaires comme Mouse, par exemple, de Spiegelman, entre autres, L'Art invisible de Scott McCloud, bref, des classiques de bande dessinée. Que vous aimiez ou pas la bande dessinée, lisez ça, c'est génial. Donc voilà, et donc forcément, comme il a gagné le prix Eisner, il a vendu ses droits de cinéma très très vite, il n'y a pas eu de souci, mais du coup, comme beaucoup de droits de cinéma vendus très vite quand il y a eu un prix et ainsi de suite, quand le succès populaire ou critique est là, ou est critique d'ailleurs, on vend les droits très vite, mais on rentre parfois dans ce qu'on appelle un development hell. Alors là, c'est pas vraiment un development hell, le cas d'école de development hell, c'est... notre copain, l'enfer du développement, c'est notre copain Iron Man qui a mis plus de 20 ans à se faire, si je dis pas de bêtises, qui était déjà dans les tuyaux de la production en 85 ou 86, si je dis pas de bêtises, quand il y avait le Captain America de Albert Pune qui était sorti, ou Pune, je sais plus son nom. Enfin bref, si vous avez jamais vu ce Captain America, matez ça, c'est à mourir de rire, c'est formidable. Le héros arrête pas de s'enfuir, c'est un vrai bonheur. Et on a vraiment de la chance avec le Captain America actuel, je vous le dis, en termes de cinéma. Bref. Et donc... la BD a été en développement pendant un long moment, mais ne trouvait pas sa forme. Alors d'abord, il y a eu un script de cinéma qui a été validé par les auteurs de la bande dessinée, Gerald Way au scénario et Gabriel Ba au dessin, mais la production a été mise en suspens pour une raison que j'ignore, j'ai pas trouvé honnêtement, jusqu'à ce que Netflix s'embarque sur le projet en 2017, et du coup ça a été réorienté vers une série télé. Et du coup, 2 ans plus tard, après le casting d'Ellen Page en main cast, donc quand même un gros nom, Ellen Page, qui a fait notamment Juno, aussi X-Men 3, c'est pas forcément sa meilleure idée, mais peu importe, X-Men Days of Future Past, voilà, c'est plutôt mieux. Et, mais surtout Juno, en l'occurrence, et plein d'autres films, excellente actrice extraordinaire de l'excellent Super, sur lequel j'ai fait une vidéo que je vous conseille de voir. Et si vous avez jamais vu Super, matez Super de James Gunn, c'est excellent, bref. Donc Ellen Page en casting lourd, au centre du main cast, et donc 2 ans plus tard, on a eu le droit à cette série. Elle a été développée du coup pour Netflix par Jeremy Slater. Jeremy Slater, c'est un scénariste plutôt controversé, puisqu'il a notamment écrit les scénarios des très controversés Fantastic Four, les 4 Fantastiques de 2015, qui est un ratage industriel assez extraordinaire. Faudrait que j'en reparle à l'occasion. J'avais fait un petit épisode court dessus, si ça vous intéresse, où j'en parle un petit peu de la problématique et de comment le film a été plus ou moins sabordé par la production, entre autres. Et il a été aussi, Jeremy Slater, le scénariste du très controversé et discutable Death Note, version US. Pareil, j'avais fait un podcast auquel je vous renvoie, qui est chuchoté au début, mais qui est assez écoutable. Pour la petite parenthèse, j'ai fait pas mal de podcasts chuchotés à l'époque où ma petite fille était toute petite, puis j'enregistrais la nuit, il fallait que j'allais dormir, ce qui est normal. Et en l'occurrence, c'est pas très écoutable, il y en a certains qui sont assez fatigants, fastidieux. Celui-là, je trouve, fait partie de ceux qui sont écoutables, où je retrace toutes les adaptations live de Death Note. Il y en a bien sûr eu plus au Japon. Et je finissais donc avec une critique du dernier Death Note. Je vous résume, c'est pas terrible, et notamment le scénario avait fait un choix qui était discutable. Mais tout n'était pas acheté, en tout cas le scénario était pas terrible, et donc Jeremy Slater, il a un petit peu ça derrière lui, et je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est lui qui a été d'abord au début au développement de Umbrella Academy en série. Il se trouve qu'il a été finalement remplacé, je ne sais pas pourquoi, par Steve Blackman. Steve Blackman qui est plus expérimenté, qui lui a fait scénariste de quelques épisodes des séries comme NYPD Blue, donc pas des séries très modernes, mais des séries qui à l'époque avaient donné un coup de pied au cul des différentes séries de police, en étant beaucoup plus, en ayant un contexte comme ça, plus entre guillemets réaliste, parce que à voir maintenant ça ferait plutôt... non, ça fait pas rire, mais le réalisme est discutable. Par contre, un vrai talent d'écriture sur le développement des personnages. Donc avoir écrit des épisodes sur cette série-là, en général, c'est plutôt cool sur le CV. Il faudrait voir quel épisode exactement, c'est toujours pareil, il y a du bon et du moins bon. Mais en l'occurrence, NYPD Blue est une série qui a plutôt eu de bonnes critiques et qui a été globalement
encensé par la critique. Donc il a écrit quelques épisodes sur cette série-là, je crois 2 ou 3, hein, si je dis pas de bêtises. Il a notamment bossé sur l'adaptation TV du film Fargo. Je n'ai pas vu, donc je ne sais pas quoi en penser, mais c'est toujours cool sur un CV. Et il a encore été derrière la très sympathique série, par contre, Altered Carbon, sur laquelle je n'avais pas sorti de critique, mais je le ferai peut-être à l'occasion, parce que c'était pas mal du tout. Je me suis souvenu en matant son CV que je l'avais vu, cette série, et que c'était pas mal du tout, Altered Carbon. Moi, ça m'a bien plu comme futur à base, vous savez, un futur très lointain à base de cerveau, ou plutôt de conscience qu'on transmet dans des corps, là, qu'on transfère dans des corps. C'était pas mal du tout. Intrigue policière tout à fait correcte, avec de bonnes scènes d'action et tout. Franchement, c'était pas mal du tout. Donc voilà, plutôt un scénariste chevronné et qui a bossé sur du bon taf. Mais là, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'il showrun une série, si je ne me trompe pas, parce qu'en fait, il a été scénariste principal de la série, notamment Wild Card, que je n'ai pas vu, mais je crois pas qu'il est showrunné, parce que showrunner, c'est un peu différent que d'être lead scénariste. Quand on showrun, on est lead artistique, on n'a pas seulement le choix sur le scénario, on est aussi à l'image, au son, le style global, on le maîtrise. Il me semble vraiment que c'est la première fois que Steve Blackman est clairement au showrun d'une série télé, dans le cas The Umbrella Academy. Et justement, le style global des The Umbrella Academy, c'est pour ça que je vous parle de ce CV de Steve Blackman, est très intéressant. Il y a un côté comme ça que je résumerai par la formule Old New Drama. Mais je vais revenir là-dessus après le pitch. À la fin des années 80, 7 enfants naissent au même moment, aux 4 coins du monde, de mères qui n'étaient pas enceintes le jour d'avant leur naissance. Intrigué par ces naissances, l'excentrique milliardaire Reginald Hargreaves décide de tous les adopter et de fonder The Umbrella Academy. Une équipe de super-héros créée pour sauver le monde, car oui, tous ces enfants possèdent un pouvoir extraordinaire. Tous, non. Vanya, la numéro 7, n'a jamais eu de pouvoir et de ce fait, elle a toujours été tenue à l'écart de ses exceptionnels frères et sœurs. Car effectivement, l'éducation chez M. Hargreaves a été pour le moins étrange. Transformés en équipe de super-héros, masqués mais médiatisés, les enfants Hargreaves n'ont finalement jamais eu de vrais parents, à l'exception d'une nourrice toute droit sortie des années 50. Et d'un monsieur Hargreaves pour le moins froid et distant. Et donc, 15 ans plus tard, cette étrange famille n'a pas survécu. Et tous les enfants sont partis chacun de leur côté, emportant des troubles plus ou moins graves de cette éducation. Allison est une star internationale, mais beaucoup disent que c'est dû à son pouvoir de manipulation mentale. Diego est un justicier aux tendances violentes et à la colère facile. Klaus est un toxicomane multirécidiviste ayant survécu à plusieurs overdoses. Vanya est une jeune femme introvertie et solitaire. Numéro 5, qui n'a jamais eu de prénom au passage, a disparu depuis ses 13 ans. Ben est mort à 18 ans. Et Luther, lui, s'est exilé sur la Lune. Il ne faudra donc pas moins que l'annonce de la mort de leur père, Reginald Hargreaves, pour les réunir enfin. Et malgré leurs inimitiés, ils vont devoir recréer des liens brisés depuis longtemps, car la survie du monde en dépendrait. Alors la première chose marquante de The Umbrella Academy, c'est le style global. Ça se passe de nos jours, mais il y a une esthétique années 30 assez marquée, notamment dans le style de Hargreaves, le père je parle, et donc des super-héros de Umbrella, qui sont en fait en costume d'écolier des années 30 avec des masques. Il y a tout de suite un décalage comme ça, entre période moderne et période ancienne. Le Manor Hargreaves, où vivait l'Académie, donc, et donc le père Reginald, est assez fascinant en ce sens. Il y a un cas typique de décor personnage. Le personnage, le décor est un personnage, c'est ça que je veux dire. Dès les premiers épisodes, tous les décors sont unis notamment dans un plan de coupe de la maison vu de côté. Chaque personnage occupant une pièce. Mais toutes les pièces du bâtiment sont visibles. C'est une excellente séquence où les personnages dansent tous sur la même musique, mais séparés par les murs de la maison. C'est une métaphore visuelle brillante de ce qu'est la famille. Je trouve une fréquence, un rythme, un style que tout le monde personnalise au sein d'Unifamilial. Et qui unit autant qu'il sépare en fait. Et dès lors, les enjeux de la série, l'enjeu de la série est clair. Il s'agit de briser les murs entre les membres de la famille pour que cette famille se retrouve et redevienne une famille, à moins qu'elle ne l'ait jamais été. Ça, c'est une question aussi que la série pose. Parce que sans la famille,
c'est-à-dire sans la sensation d'appartenir à un groupe d'amour, à l'opposé d'un groupe d'intérêt, hein, c'est ça que je veux dire, et ben c'est la fin de tout, littéralement. C'est plutôt classique hein, comme idée de série. Hein. En parenthèse, en film, on a dans film réussi d'ailleurs, sur le même thème, on a Les Gardiens de la Galaxie, hein, 1 et 2, qui tournent complètement sur ce sujet-là. Mais là où The Umbrella Academy se démarque, c'est dans sa mise en scène, je trouve, notamment, de cette histoire. Très marquée par les 30s, comme je disais. Elle est inventive, certes, mais elle est surtout très contrastée. La série pousse, ou plutôt, je dirais, elle tente de pousser, dans ses extrêmes, tout ce qu'elle met en scène. Comme dit avant, il y a des scènes de danse où tous les personnages dansent. Alors, c'est clair, hein, c'est pas crédible pour tous. Hein, je ne comprends pas pourquoi Diego, Luther et surtout Vanya dansent même seuls. Alors, Diego, à la limite, pourquoi pas, mais Luther et Vanya, je ne comprends pas. Des gens aussi introvertis danser seuls, ça me paraît bizarre, en l'occurrence. Mais l'ambition, en tout cas, elle est clairement vers de la métaphore. De créer des symboles très marqués dans la série, au travers des émotions, j'insiste, hein, parce que là je suis un petit peu en train de refroidir la série comme si elle faisait des symboles. Non, c'est vraiment en passant par les émotions. C'est clairement une série baroque. Comme dit avant, elle est contrastée. Il y a des scènes de combat, par exemple, au couteau, à main nue, avec les pouvoirs. Il y a des fusillades dans un magasin, dans une confiserie de donuts. Enfin, vous voyez, c'est très très varié. Il y a des scènes de danse, donc je disais la scène de danse où ils sont tous tout seuls, il y a aussi une scène de danse dans une boîte disco, il y a une scène de danse dans une teuf techno, il y a des scènes de musique, notamment des concerts, des répétitions, des entraînements de musique, il y a aussi des meurtres violents qui sont gore, voire cruels, etc., etc. Il y a beaucoup de situations très différentes, voire hétéroclites. Et ça pour moi c'est une grande qualité hein. Chaque épisode quasiment a son moment étrange. La série dure 10 épisodes et elle arrive comme ça à bien se renouveler globalement. Je sais pas si c'est dans chaque épisode hein, mais grosso modo au moins 8 épisodes sur 10 proposent des choses très très décalées et étranges, ce qui lui donne un côté différent qui est très agréable et ça donne un aspect très singulier au traitement de la série et de l'histoire. Après, ça a ses limites aussi. Hein. Tout fonctionne pas parfaitement. Forcément, quand on fait des choses aussi hétéroclites, c'est difficile d'être efficace en termes de mise en scène. Et là, il y a eu différents réalisateurs. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 sur la série. Je crois qu'ils en ont tous fait 2. Hein. Il y en a eu 5 et ils ont chacun fait 2 épisodes. Bah, il y a des limites. Il y a aussi le cahier des charges de la série qui peut ne pas aider. Hein. Évidemment, il ne s'agit pas que chaque réalisateur fasse complètement ce qu'il veut d'un épisode à l'autre. C'est pas le style de cette série-là, en tout cas, qui, pour le coup, a clairement été chaperonné par Steve Blackman. Et c'est pour ça que je parle plus de lui que des réalisateurs de la série. Mais du coup, il y a clairement une différence de qualité entre les styles. Les scènes de combat, par exemple, vous savez que c'est mon dada, hein, vous m'écoutez. Elles sont depuis un moment, et dans mes différents podcasts, j'en parle à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, je le souligne de nouveau, parce que les scènes de combat sont jolies, mais elles sont pas très organiques. En gros, grosso modo, ça danse beaucoup, ça fait un petit peu Hong Kong, mais il y a un côté comme ça qui me paraît joli, spectaculaire par moment, avec des cabrioles et des choses plutôt classe, mais c'est pas non plus over the top. Dans le même style, si je dois montrer une série, si je devrais parler d'une série qui va vraiment loin dans les chorégraphies de combat à la hongkongaise, donc plus pas, qui fonctionne plus par la qualité des cascadeurs et de leurs actes physiques, je parlerai plutôt de Into the Badlands de EMC, qui est pas mal du tout, où c'est chorégraphié notamment par Daniel Wu, qui joue un des personnages principaux. Et même si la série a des défauts et des limites, le côté spectaculaire et over the top des chorégraphies est complètement assumé et très très bien maîtrisé. Là, je trouve que, à l'inverse, dans The Umbrella Academy, c'est sympa, ça fonctionne, hein, c'est pas non plus, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça pousse pas les émotions un poil plus haut. À comparer la série que j'avais critiquée dernièrement, Titans, je trouve que c'est beaucoup plus efficace dans Titans, où clairement le discours est de dire qu'ils sont violents et ça marche. Là, pour le coup, ils devraient être violents, notamment le personnage de Diego. Je trouve que c'est pas forcément très organique. On comprend, mais c'est pas très émotionnel. À comparer, on a les scènes de danse qui sont dans des styles très différents, comme je disais, hein, la danse tout seul, entre guillemets, où chacun des personnages a un type de danse d'ailleurs.
J'imagine qu'ils ont laissé les acteurs choisir un peu la danse que chaque personnage allait faire, et ça marche plutôt bien. Il y a la danse de club disco qui fonctionne plutôt bien dans un style typique de ces époques-là quand elles sont mises en scène, mais je ne veux pas spoiler donc je vous laisse découvrir. La danse de couple qui pour le coup fonctionne un peu moins bien, qui est un peu cutée, parce qu'on sent clairement que même si les acteurs ont travaillé la chorégraphie, ça ne tenait pas tout seul, il fallait la rythmer par le montage. Ou bien la danse dans un club techno où là ça se lâche un peu plus aussi, pareil c'est pas très maîtrisé. Bref, tout ça pour dire il y a du bon et du moins bon, même dans un même style. C'est efficace hein, comme scène de danse, mais ça transcende pas. Comme je disais, la danse de couple, elle trahit notamment un manque de degré de travail, notamment. Après, on a les scènes de fusillade qui, pour le coup, sont intéressantes. On en a une excellente où un des personnages qui s'attaque à un groupe, et la scène est gore, elle fonctionne très très bien. Je trouve que c'est une des meilleures scènes d'action de toute la série. C'est dommage qu'elle arrive dans les premiers épisodes. À comparer, on a une scène de fusillade où on a deux personnages qui reviennent de manière récurrente dans la série, qui s'appellent Hazel et Chacha. Vous verrez, c'est assez fou. J'en parlerai après en parlant de l'esthétique un peu plus, en poussant un peu plus le côté plastique visuel de la série, qui pourchasse un personnage, et je trouve pour le coup que ça marche pas très bien. Ils utilisent, même si c'est spectaculaire, c'est le fameux coup du on tire des balles à foison et on touche personne. Donc vous voyez, c'est un peu bon. Surtout quand on est soi-disant des tueurs professionnels, c'est pas très crédible. Donc vous voyez, ça mêle le bon et le moins bon. Mais je vais tout de suite axer les choses vers le scénario. Comme je disais, il y a différents styles. Il y a des scènes extrêmement gore, des scènes de pouvoir. Ah oui, là, par contre, je suis obligé d'en parler tout de suite. Il y a aussi les scènes qui impliquent les pouvoirs, qu'elles soient des scènes d'action ou pas. C'est une série où on sent quand même que le niveau moyen des effets spéciaux que les séries télé peuvent mettre a augmenté. Alors il faudrait que j'ai pas trouvé le budget des Umbrella Academy, je serais curieux de le connaître, mais en l'occurrence je trouve qu'il y a vraiment des effets spéciaux qui sont bluffants. Je pourrais parler en l'occurrence d'un personnage récurrent qui arrive, je veux pas trop développer, qui est un animal, vous verrez. Et en l'occurrence, j'avais critiqué dans Titans notamment le fait que le personnage de Garfield, Beast Boy, se transforme en panthère et que ce soit pas très crédible, même si j'avais trouvé ça correct sans être très bon. Ça n'arrivait pas au point où on trouvait ça vraisemblable. Là, en l'occurrence, on a un personnage qui, grosso modo, est une sorte d'animal, et c'est bluffant. C'est bluffant techniquement. On sent clairement qu'il a été coupé par moment du groupe et que c'était une difficulté de le garder constamment, parce que ça demande un budget fou de le garder tout le temps à l'image. Donc il y a quelques scènes où ça jure un peu, on comprend qu'il doit être là, mais que ça coûte cher de le foutre à chaque fois dans le plan, donc on le met un peu à part, c'est un peu flagrant. Mais quand il est à l'écran et qu'il doit exprimer des émotions fortes et tout ça, puisque c'est un personnage complexe, c'est vachement bien. C'est très très bon, c'est très réussi. Ça, c'est vraiment une des qualités de la série. Les effets spéciaux, je trouve, globalement, fonctionnent vraiment bien. À la limite, peut-être, du dernier épisode, sur lequel je ferai un petit aparté à la fin, mais bon. Globalement, c'est une des qualités de cette série-là. Les effets spéciaux sont de très très bonne facture. Vraiment, c'est assez bluffant. Avec des choix très tranchés dans l'esthétique. Mais je vais revenir encore une fois sur la question esthétique. Après, je vais d'abord vous parler un peu du scénario. Qui est clairement une qualité et un des défauts de la série. La série est clairement, comme je disais, tourne autour du thème de cette famille. Du coup, le sujet principal, grosso modo, qui devrait être une grande menace sur le monde, reste quelque part, bizarrement, c'est vrai, en second plan. Parce que même si les personnages ont clairement eu une éducation qui les a foutus en l'air, et on comprend du coup leur relatif désintérêt, malgré leur côté exceptionnel, vis-à-vis, alors ça dépend des personnages évidemment, hein, ou plutôt leur désunion face à la question du monde et du devenir du monde, par moments c'est quand même un peu forcé, je trouve, légèrement, pour laisser la place à l'écriture des personnages, à leur histoire et ainsi de suite. C'est pas un souci, je trouve que les personnages sont bien écrits, du coup ça donne encore plus de qualité à l'histoire, mais je comprends qu'on puisse trouver l'histoire du coup un peu laborieuse, un peu lente, un peu lourde, parce que, même par moments, parce que on s'appesantit sur les différents personnages, et que ça par contre, il faut être clair, la qualité de l'écriture des personnages et de la performance des personnages varie selon les acteurs. Autant on a Ellen Page qui est, j'ai envie de dire, comme à son habitude, impeccable et auquel on croit tout de suite, qui apporte énormément à la série, je trouve, en densité dramatique, son personnage étant particulièrement intéressant. Elle amène, vous voyez un petit peu, si vous la connaissez, elle amène ce côté un peu brisé mais vraisemblable d'une femme qui a grandi de manière très introvertie, et je trouve que
C'est pas le genre de rôle qu'on a l'habitude de la voir faire, je trouve, et elle est excellente dans ce rôle. Elle porte pas la série parce que son rôle n'est pas le rôle principal, tous les personnages ont vraiment un développement, mais elle apporte énormément. On a en face, on a Robert Sheehan qui joue le rôle de Klaus, et qui est un acteur que vous connaissez peut-être très bien si vous avez déjà vu la série de Misfits, la série anglaise. Excellente série, où on avait donc lui qui jouait le rôle d'un personnage, déjà d'un super-héros d'ailleurs, mais pour le coup, incroyable, un ado juste complètement fou, drôle et en même temps dégueulasse. Enfin, si vous avez jamais vu The Misfits, je vous le conseille. C'est brillant. On a globalement une écriture, notamment dans les 2 premières saisons, qui est géniale. Et lui en était clairement garant d'une très grande partie de la qualité de la série. D'ailleurs, il a quitté la série avant la fin, puisqu'il a eu des propositions de cinéma et qu'il est allé, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce qui lui permet aujourd'hui de faire des rôles à l'académie, hein, clairement. Nonobstant, la série avait baissé de qualité après son départ, c'est clair. Et là, dans le rôle de Klaus, celui qui est tout le temps défoncé, qui est un junkie, qui dès que le père est mort commence à voler des trucs du père, il est juste génial. Il a une qualité d'interprétation, de présence, de jeu de ce qu'est d'être un junkie, qui n'est pas original, on l'a déjà vu dans des rôles comme ça. Hein. Je crois que, je sais plus comment s'appelait ce film, il avait joué notamment dans un film où c'était le film qui mettait en scène la fameuse théorie de la mise en scène, tournée par Stanley Kubrick, des images sur la Lune, et du coup c'était pas du tout Stanley Kubrick qui se retrouvait à tourner ça. Un film complètement fou, je sais plus comment il s'appelait. Avec notamment Ron Perlman, mais aussi Rupert Grint, le Ron de Harry Potter, qui était excellent dans ce film d'ailleurs. Très très bon film, que je vous conseille de voir, qui est une sorte de film de gangster complètement décalé, avec au centre la NASA qui commande à ses mecs de manière complètement zarbi, le fait de filmer des fausses images de la Lune, enfin bon, c'est un truc à voir. Et Robert Sheehan qui jouait déjà dedans, un rôle de gars complètement défoncé, qui était très drôle, hein. Un gars complètement dans le flower power. Bref, Robert Sheehan, c'est un acteur à suivre. Je serais très surpris qu'il n'ait pas une carrière de fou. Il a une capacité à être des personnages brisés comme ça, m'en-foutistes. En même temps, il arrive à passer du drôle au touchant, au dramatique, avec une capacité. Ce type a une carrière devant lui de dingue. Je le pense vraiment. Donc forcément, quand on a Elaine Page et lui dans le casting, ça fait du bien. On a donc Aidan Gallagher qui joue le rôle de numéro 5 et qui pour le coup est excellent puisqu'il est supposé interpréter un vieux dans le corps d'un jeune. Je vous passe les détails du pourquoi, du comment, et il est crédible, mais c'est fou. Dès les premières minutes, il est absolument crédible. Il porte énormément les émotions et la complexité de cette série, et heureusement il est très très présent dans l'intrigue, ce qui fait qu'il emmène beaucoup l'intrigue. Vous verrez pourquoi, son pouvoir étant pour le coup déterminant. Mais là, ils ont eu vraiment un coup de génie. L'acteur est excellent, il est brillant à tous les niveaux, dans sa froideur, dans sa folie, dans sa violence aussi. C'est brillantissime. Je suis vraiment impressionné par la qualité de ce que l'acteur peut proposer. C'est fou les moments où je me suis dit, j'ai dû vraiment faire un effort pour me dire non mais c'est fou, c'est un ado qui joue ça, quoi. Il est juste vraiment très très bon dans ce rôle. Rien que pour sa performance à lui, pour découvrir lui. Il faut voir cette série, hein, évidemment. Ellen Page et Robert Sheehan font le taf grave, mais lui, c'est vraiment brillantissime, et son personnage est d'une complexité, d'une beauté ça fait vraiment plaisir de voir ça dans une série de super-héros, de voir des personnages aussi bien développés. C'est l'argument numéro 1, je trouve, de cette série. C'est vraiment brillant. Heureusement, la série a plein d'autres qualités. Comme je disais, Robert Sheehan en face avec Klaus, il est très bon, Ellen Page aussi. Mais voilà, il faut quand même souligner que lui, pour le coup, il porte la série, il donne beaucoup d'identité à ce qui se passe. Notamment ce contraste entre années 30 et nos jours s'explique complètement par sa personnalité, par ce qu'il peut faire aussi avec son pouvoir. Bref, très très belle performance d'Aidan Gallagher. On a par contre en face des personnages un peu moins intéressants. Déjà le personnage de Diego Hargreaves qui est joué par David Castaneda, qui est pas mal mais que je trouve incohérent, notamment parce que la mise en scène renvoie mal le fait qu'il devrait être colérique. L'acteur est bon, c'est la mise en scène de ce qu'il fait qui l'est moins. Il devrait être beaucoup plus violent et beaucoup plus quasi meurtrier, je trouve. Et la série a parfois un côté un peu hardcore avec son pouvoir en le faisant tuer des gens et tout ça, mais au final, ça correspond pas très bien à ce qui est écrit sur lui. Il y a un peu un problème entre la mise en scène de son pouvoir et de ses capacités, et notamment en combat, et son attitude. Même s'il a un côté extrême avec ses frères et sœurs et tout, qui est
encore une fois intéressant, et heureusement il est bien écrit. Mais je trouve que dans la mise en scène, il y a un choix qui n'a pas été fait, ou qui a été mal fait. Faire des chorégraphies de combat un peu à la hongkongaise avec lui, je pense que c'était un mauvais choix. Il aurait dû être beaucoup plus fort et beaucoup plus agressif et violent que ses frères et sœurs, puisqu'on voit aussi certains de ses frères et sœurs combattre. Et en l'occurrence, ils ont le même style, ce qui est compréhensible, mais 15 ans après qu'ils aient quitté l'académie, et le fait que lui-même soit un justicier, qu'il soit resté un justicier et qu'il en soit un, pose problème. Bref, il y a quelque part des erreurs dans son écriture. L'acteur est bon, mais déjà il y a un côté en deçà, vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour le personnage de Allison, qui est joué par Amy Amy Raver-Lampman, qui pour le coup propose une performance intéressante, mais le personnage est plus glauque, plus ambigu que ça, et c'est dommage qu'à un moment donné on n'ait pas eu, je pense, une meilleure entre guillemets interprétation, et même quelque part qu'elle n'arrive pas à aller dans la noirceur du personnage, et c'est un petit peu dommage. Le personnage reste très intéressant, il y a un épisode sur elle, l'épisode sur elle est très très bien, notamment sur sa vie, c'est glauquissime, vraiment c'est glauquissime, mais je trouve que l'actrice n'est pas extraordinaire. Mais le personnage pour le coup est un peu, pas secondaire, mais je trouve qu'il passe un peu au second par rapport aux autres, même si la série fait beaucoup d'efforts pour lui donner autant de poids qu'aux autres, pour le coup. Et je trouve que la performance de l'actrice n'aide pas. Il y a Tom Hopper aussi qui joue le rôle de Luther Hargreaves, qui le joue bien, qui est un peu le bon garçon de la famille. Mais pareil, je trouve pas sa performance décapante. Et du coup, leur histoire à lui, à Luther et Allison, c'est un petit peu l'histoire, je trouve, qui est jolie, mais qui finit un peu de manière molle. C'est un peu bizarre. Vous verrez en découvrant la série, il y a des événements qui se reproduisent plusieurs fois. Et ils ont fait un choix à un moment donné d'aller vers une direction qui est discutable. Leur histoire devenait plutôt belle. La série rétro-pédale, entre guillemets, à ce niveau-là, et au final, on obtient une conclusion qui est un peu moindre, donc c'est un peu bizarre. Peut-être que c'est fidèle à la bande dessinée, mais c'est un peu bizarre comme choix, je trouve. Et du coup, ça ramollit un petit peu leur présence dans la conclusion. Après, le personnage de Ben est trop secondaire, vous verrez ce que je veux dire, donc je ne peux pas trop critiquer. On a aussi comme personnage principal en face les personnages de Hazel et Chacha, qui sont deux assassins, hein, grosso modo. Et autant Mary J. Blige dans le rôle de Chacha, bon bah elle fait le taf, mais Mary J. Blige, hein, oui, la chanteuse, oui. Je sais pas ce qu'elle fout là. Elle est bien, mais le personnage n'a pas grande épaisseur, je trouve. Par contre, le personnage de Hazel, qui est joué par Cameron Brighton, est très très bien. L'acteur est très bon, il est très crédible, dans ce grand type fatigué de faire ce qu'il fait, et qui devient vraiment complexe alors qu'on s'y attend pas. Et ben c'est une belle surprise. Ça donne beaucoup de densité aux adversaires. Là où la série tombe un petit peu dans des clichés avec, vous verrez à un moment donné, je dirais pas des grands méchants, mais on a une opposition claire à un moment donné au héros, qui à mon avis est moins intéressant. Même si j'aime bien le personnage de Leonard Peabody, qui est interprété par John Magaro. John Magaro qui sait faire le taf. Hein. Je l'ai vu dernièrement notamment dans le film... Oh, c'est pas Overkill, j'ai oublié comment ça s'appelle. Un film de genre tout à fait sympathique avec des nazis zombies, mais qui pour le coup est plutôt pas mal. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais qui fait vraiment le taf, acteur récurrent au cinéma, dans les séries télé, et qui vraiment est très bien dans son rôle, hein, dans son rapprochement notamment avec le personnage d'Ellen Page. Il tient très bien la barre face à Ellen Page, c'est pas mal du tout, même s'il y a quelques petites faiblesses d'écriture. Mais grosso modo, les méchants restent... on a quand même des méchants archétypaux, notamment une femme qui est un peu l'antagoniste, pardon. Excusez-moi, l'antagoniste numéro 1, et qui, pour le coup, dont les motivations restent un peu superficielles. Elle dit clairement pourquoi elle fait les choses, mais on se demande quand même pourquoi. Philosophiquement parlant, ça implique des choses, et au final, la série l'aborde jamais vraiment. Bref, on a globalement des oppositions aux héros qui sont pas, je trouve, très denses, et ça affaiblit un petit peu la série. Heureusement qu'il y a le personnage de Hazel qui lui apporte vraiment de la qualité et qui pour le coup fait beaucoup de bien, fait bien respirer la série et permet à la série de décoller réellement. Et du coup on a une écriture globale qui fonctionne plutôt bien, avec un bon scénar, mais je trouve des oppositions qui affaiblissent un petit peu la série. Pareil pour le personnage de Reginald Hargreaves, qui est joué par Colm Feore, acteur
prolifique au cinéma. Il a joué notamment Luffy dans Thor. Enfin, il a joué vraiment tellement de rôles que ce serait trop difficile de faire toute sa carrière. Énorme acteur, Colm Feore, toujours très bon, qui joue très bien ce côté vieux papa qui adopte un petit peu par nécessité. Enfin, on ne sait pas exactement pourquoi au final. Je spoil à peine, hein, parce que la série tourne pas autour de lui. Pourquoi il les a adoptés, mais son éducation aussi reste quelque part énigmatique, même si parfois ses choix sont expliqués. Je trouve que son personnage n'est pas assez développé, même si on nous donne l'occasion d'avoir une certaine explication. Son personnage n'est pas assez développé pour que ça justifie un petit peu le côté un peu gadget de son éducation. C'est presque comme si dans la série, il était fait pour les traumatiser, ce mec. Et c'est un peu dommage. Heureusement, c'est nuancé, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais ça affaiblit légèrement la qualité de cette série-là, et c'est dommage. En tout cas, au-delà des critiques qui ont pu être faites au niveau du scénario, effectivement, la série a un petit peu tendance à tourner autour d'elle-même. C'est un peu forcé pour qu'on ait vraiment une histoire pour chaque personnage, blablabla. Et le destin du monde passe tellement au second plan par moment qu'on se dit non mais attends, là, c'est même pas qu'ils ont des problèmes avec leur père, c'est qu'ils en ont rien à faire de tout, là. C'est un peu too much par moment. Surtout pour des personnages qui, pour le coup, ont des vraies aspirations par moment, ou en ont eu, à être des super-héros ou autres. Mais ça, mis à part, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est une série que j'ai suivie avec grand plaisir. Et les 10 épisodes se suivent avec notamment grand plaisir parce que l'esthétique globale est particulièrement what the fuck. Donc est très contrasté au contraire. Vous avez ce côté super-héros teenage. On les voit, il y a quelques séquences où on les voit quand ils sont jeunes et tout, avec des costumes de gomme, comme je disais, décollés des années 30 et des masques. On a Hazel et Chacha qui se baladent avec des masques, des gros casques de comment dire, de furry, de nounours, quoi, quand ils vont tuer des gens, alors qu'ils sont en costume façon Reservoir Dogs, avec cravate, chemise noir et blanc. On a des valises pour voyager dans le temps, qui sont des attachés-caisses des années 30. On a en parallèle les séquences de la guerre du Vietnam. On a une séquence animée qui montre le passé un peu des Hargreaves ensemble. On a un personnage qui est un singe. On a des références aux années 30, de la techno. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est très contrasté. Et incroyablement, ça fait corps. Ça fait corps parce que la série arrive avec son style visuel à donner clairement le côté décalé de leur éducation et du fait qu'ils ont été quelque part mal éduqués, mis dans un contexte qui fait qu'ils ne peuvent pas réellement comprendre, voir le monde avec nous. Le point de vue de la série est clairement celui de cette famille qui est bizarre, tordue, étrange, à cause de leur pouvoir, à cause de cette éducation hyper bizarre, à cause du fait qu'ils sont confrontés à quelque chose de complètement délirant et qui les dépasse complètement. Et c'est vraiment une des grandes qualités de The Umbrella Academy. Ils ont vraiment réussi un truc, je trouve. C'est pour ça que je voulais vous en parler, que je vous incite à la voir. C'est vraiment une des belles séries de cette année 2019, The Umbrella Academy, parce que elle utilise le sujet du super-héros pour aborder les dysfonctionnements de la famille, et elle le fait bien. Elle le fait bien, elle le fait avec générosité. Et quand je dis avec générosité, c'est qu'elle prend son temps pour développer son sujet. Et ça, je trouve que c'est tout à fait à l'honneur de Steve Blackman, qui pour le coup a réussi à vraiment respecter une charte de base qui était clairement de dire nous allons parler de cette famille. Et s'il faut artificiellement même mettre en retrait des événements qui auraient l'air plus importants, tant pis, on le fera, parce que ce qui nous intéresse, c'est de parler de cette famille, de ces enfants, du fait que voilà, le rapport avec leur père a été compliqué et qu'il en résulte des choses terribles. Et quand une famille est séparée et qu'elle n'arrive pas à se retrouver, le monde se termine. Alors il y a d'autres films extraordinaires qui tournent autour du sujet que je ne spoilerai pas, mais dont je parlerai un jour ou l'autre. Mais pour le coup, je trouve que cette série le fait très très bien. C'est vraiment une de mes belles surprises de ce début d'année et je vous la recommande chaudement. C'était vraiment très sympa à regarder. Au pire, je trouve que vous passerez un bon moment. C'est pas du tout une série où on perd son temps, loin de là. Je dirais, la nuance que je mettrais vraiment,
c'est que on a eu malheureusement un syndrome un petit peu, pour moi c'est le syndrome Heroes. J'ai été traumatisé par cette série qui m'avait beaucoup plu il y a longtemps. Bon, c'est une série qui a très mal vieilli, je vous déconseille de la mater maintenant, je pense que ça vaut vraiment plus le coup, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup mieux depuis en termes de séries de super-héros. Mais Heroes à l'époque, c'était un petit peu le fantasme de geeks comme moi, de voir des personnages avec des super-héros, mais en même temps avec des problématiques complexes. C'était une des premières séries à oser le truc et à réussir plus ou moins certains de leurs aspects. Même si maintenant la série devrait plus rire qu'autre chose. Et ils avaient eu le syndrome du dernier épisode vraiment fait limite fait à la va-vite, avec une sorte de conclusion logique, mais en même temps tellement mis en scène avec les pieds. Heroes, c'est impressionnant, le dernier épisode est très très mal mis en scène, c'est vraiment du tournage. On sent que tout a été tourné à l'arrache vite fait parce qu'il fallait terminer, enfin c'était très très décevant. Et là en l'occurrence, on a un petit peu ce syndrome dans The Umbrella Academy. Certains pouvoirs se révèlent, je trouve, de manière un peu... Faut qu'ils se révèlent, donc d'un seul coup ils se révèlent. Il manque certains plans de réaction sur les personnages les uns envers les autres. La fin est un peu bizarre parce que d'un côté on se dit mais pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début. Donc c'est un peu décevant, c'est pas forcément très bien écrit comme conclusion. Et la série est vraiment attaquable à cause de ça, parce qu'elle a une grande densité et le dernier épisode, je trouve, va un peu vite vers sa conclusion et n'arrive pas à retrouver la densité du reste de la série. Heureusement, la série a amené entre-temps de la densité et de la qualité, et du coup, ça reste absolument regardable et de qualité, et je trouve que le trajet est plus intéressant que sa conclusion. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter. Oui, il faut que j'aille m'occuper de ma fille là tout de suite. N'hésitez pas à commenter, à liker, disliker, tout ce que vous voulez, mais surtout à me donner votre avis. J'ai déjà eu plein d'avis ces dernières semaines, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup à tous, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Hacho. Salut les amis, ciao ciao.